Salut tout le monde. Je vais commencer par me présenter, du coup moi c'est Wars, ou Wissam, mon vrai prénom. Je suis du coup référent humain au sein du tutorat Santé Besançon, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de nous croiser en séance ou que je ne peux pas forcément croiser comme Lélas. Tout d'abord, avant de commencer, j'espère vraiment que ça va pour vous, malgré cette période un peu particulière. Je tiens vraiment à ce que vous sachiez que toute la team U1, enfin je parle en mon nom, mais au nom de la team, parce que je sais qu'ils seront d'accord avec moi, j'espère vraiment que ça va pour vous, que vous tenez le coup, que le moral est là, et que vous arrivez à travailler malgré cette période un peu particulière. Aujourd'hui, avec toute la team UE1, on vous propose le Tutorga. C'est un ED de chimie organique qui est là pour essayer de vous faire comprendre les quelques notions de chimie organique qui paraissent peut-être encore un petit peu floues. Pour ça, on va commencer par quelques petits rappels. Avant de faire réagir une molécule, il faut d'abord comprendre de quelle manière est-ce qu'elle peut réagir. Qu'est-ce qui est delta+, qu'est-ce qui est delta-. Donc, de quelle manière les liaisons sont polarisées. Pour ça, on a surtout deux effets qui priment, l'effet inductif direct et l'effet inductif indirect. L'effet inductif direct, donc lui, il engage souvent des différences d'électronégativité entre les deux atomes d'une même liaison. C'est-à-dire qu'ici, notre oxygène, c'est un atome très électronégatif, donc il est capable d'attirer vers lui les électrons de chacune des liaisons. On dira que c'est un effet inductif, négatif ou attracteur. Dans ce cas, du coup, le H sera polarisé delta+, et le O delta-. A l'inverse, pour l'effet inductif donneur ou positif, c'est souvent un atome très électropositif. Donc ça peut très bien être un organométallique, la première colonne de votre tableau périodique. Ici, j'ai pris le Na. Le Na, il est capable de donner ses électrons, donc lui, il sera polarisé delta+, et le C à côté sera polarisé delta-. Pour l'effet inductif indirect, ce ne sera pas celle entre deux mêmes atomes, mais bien sur des liaisons voisines. C'est un groupement qui va induire une polarisation sur d'autres liaisons. C'est-à-dire que ici, notre CH3 est donneur par effet inductif, et donc il va être capable de donner ses électrons, sauf que ce n'est pas cette liaison qui sera polarisée, c'est celle-là, la liaison multiple voisine. Donc en fait, les électrons vont être repoussés. Et on aura ici une charge delta- et ici une charge delta+. Ensuite, vous avez deux mécanismes possibles, le mécanisme ionique ou le mécanisme radicalaire. Je vais commencer par le mécanisme radicalaire, c'est celui que vous verrez le moins. Donc là, comme je l'ai écrit, ça implique une liaison qui sera peu polarisée ou pas du tout polarisée. Un promoteur qui peut être de la lumière, un peroxyde ou de la chaleur, c'est ce que vous retrouverez le plus souvent. La rupture de la liaison, elle sera homolytique, c'est-à-dire qu'elle est symétrique. Chacun des atomes de la liaison part avec un électron. Là, je vous ai mis un petit exemple. CH4 plus du dichlore, en présence de lumière, donnera CH3Cl plus HCl. On voit bien ici que la liaison n'est pas du tout polarisée puisqu'elle est symétrique. Il n'y a pas de différence d'électronégativité puisque c'est deux fois les mêmes atomes. Ensuite, on a bien un promoteur, donc ici on aura affaire à une substitution radicalaire. Dans un mécanisme radicalaire, on a trois phases, l'initiation, la propagation et l'arrêt. Dans la phase d'initiation, si on reprend l'exemple précédent, vous avez votre molécule de dichlore qui n'est pas polarisée. Et pour ça, si elle n'est pas polarisée, elle ne peut pas réagir. On va donc créer des radicaux libres. C'est les Cl avec un point. Le promoteur, il va servir à casser la liaison et créer nos deux radicaux libres, Cl' plus Cl'. Ensuite, le Cl' ici, je l'ai mis de la même couleur, il va réagir avec la molécule de CH4 qu'on avait au début, que j'ai matérialisé en CH3H. Ce Cl', donc, il réagit. Le H va se fixer avec le Cl', ce qu'on voit ici, ce qui va nous laisser encore un radical libre, CH3. Ce CH3, il va réagir avec une deuxième molécule de dichlore qui aura réagi de la même façon par l'étape d'initiation. Donc là, on aura de nouveau un Cl' qui va réagir avec notre CH3, qui va donner CH3Cl, et un Cl' tout seul qui n'a toujours pas réagi. Ces deux-là n'ont toujours pas réagi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de propagation. Ensuite, on a l'étape d'arrêt, c'est-à-dire que les deux Cl', les deux radicaux libres qui n'ont pas réagi, vont réagir ensemble pour recréer du dichlore. Ensuite, on a les mécanismes ioniques.
Dans ce cas-là, on va mettre en jeu une liaison polarisée, donc par effet inductif comme on vient de le voir, ou effet mésomère, c'est quand il y a des doubles liaisons qui vont être engagées, et dans ce cas-là, l'effet mésomère prime toujours sur l'effet inductif. On va aussi avoir très souvent des catalyseurs, ça peut être un milieu acide avec H+, un milieu basique avec la soude NaOH, ou il y en a plein d'autres. Ensuite, on va aussi avoir une liaison hétérolytique, à l'inverse de tout à l'heure. Une liaison hétérolytique, c'est-à-dire qu'on va avoir création d'une dissymétrie de charge, c'est-à-dire un nucléophile d'un côté et un électrophile de l'autre. Donc là, j'ai pris un exemple avec le CH3Cl. En fait, là, le Cl qui est très électronégatif va attirer vers lui les électrons. Et donc, on va avoir une charge delta- qui va se former ici, donc notre nucléophile, et une charge delta plus sur le carbone, l'électrophile. Donc ça nous donnera CH3+, plus Cl-. Déjà, pour commencer, je vais essayer de vous faire un rappel sur les réactions nucléophiles. Donc en fait, vous avez trois types de réactions qui sont dites nucléophiles. On a ce qu'on appelle des additions nucléophiles, des additions éliminations, et ensuite des substitutions nucléophiles. Ce sont les trois types de réactions qui sont dites nucléophiles. On est OK. Donc on est d'accord que dans une réaction, vous avez toujours deux molécules. On va dire que vous avez votre grosse molécule et une petite molécule. Je vais vous décrire ce que vous avez sur votre petite et sur votre grosse molécule pour chaque réaction. OK? Donc, là, sur une addition nucléophile, sur la grosse molécule, vous aurez toujours une C double liaison O, une C double liaison N. Vous aurez forcément ces deux choses qui réagiront avec votre petite molécule qui est là, qui elle sera un bon nucléophile. On est OK? Jusque-là? OK. Ensuite, vous aurez pour une addition-élimination, vous aurez une C double liaison O avec toujours un bon groupement partant. Je vais vous détailler ensuite ce que c'est un bon groupement partant et ce qu'est un bon nucléophile. Ensuite, dans la substitution nucléophile, vous aurez toujours une substitution nucléophile, vous aurez toujours un bon groupement partant. Et toutes les petites molécules seront toujours des bons nucléophiles. C'est-à-dire que dans une réaction, si on vous demande quel est le bon nucléophile et quel est le bon électrophile, dans ces réactions, le bon nucléophile, ce sera toujours la petite molécule que vous avez à côté avec ce que je vous montrerai les détails d'un bon nucléophile, et le bon électrophile sera la molécule qui portera soit la C double liaison O, la C double liaison N, la C double liaison O ou le bon groupement partant, ou juste le bon groupement partant. Donc, pour trouver un bon nucléophile, pour reconnaître un bon nucléophile, la plupart du temps, vous aurez soit une molécule qui porte un N, soit une molécule qui porte un S, soit une molécule qui fait C double liaison O, C, avec un H mobile ici. 2. Il faudra toujours que vous ayez un H mobile. Ce qu'on appelle le H mobile, c'est un H qui est en alpha du carbonylé. C'est ce cas-là. Donc ça, c'est ce qui fera que votre molécule peut être un bon nucléophile. Donc soit le N, soit le S, soit le C double liaison O, C avec un H mobile. C'est les trois possibilités, la plupart du temps, qui feront que votre molécule est un bon nucléophile. Je ne parle pas de nucléophile, juste un bon nucléophile. Il peut y avoir, pour par exemple les additions électrophiles, les petites molécules qui soient des nucléophiles et qui se retrouvent avec par exemple des Cl, H. Ça sera un nucléophile, mais un mauvais nucléophile. Un bon groupement partant, on se retrouvera la plupart du temps avec des molécules type, pour les bons groupements partants, des molécules type Cl, des molécules Br, des OH en milieu acide, c'est-à-dire quand vous avez un petit H+ au-dessus de votre flèche, c'est-à-dire que vous êtes en milieu acide, ça sera le cas. Donc par exemple pour le OH, Cl, Br, tout ce qui est halogène. J'en ai les groupes éthers aussi. O, C, C. Il y aura aussi les groupes O, CH2, CH3 pour les esters.
Donc voilà. À la fin d'une réaction, ça se peut que vous ayez encore une élimination. Une élimination, c'est quand vous avez encore un bon groupe partant. Ici, par exemple, dans la molécule, vous avez un bon groupe partant qui est le OH. Donc le OH, il va avoir tendance à s'en aller. Et le H, du coup, va vouloir venir prendre la place pour compenser la liaison qui va manquer. Et dans ce cas-là, l'élimination, c'est très souvent, comme ici, une déshydratation. Donc c'est-à-dire que ici, vous aurez élimination de H2O. Soit une déshydratation, soit ça peut être aussi une crotonisation après une cétolysation ou une aldolisation. Et donc du coup, vous avez création d'une double liaison carbone-carbone vu que le H est venu se placer ici. Pour rappel, un réactif, c'est une molécule qui va agir sur une autre et induire des modifications de structure, alors que le substrat, c'est celui qui va subir les modifications de structure. Donc du coup, par définition, un substrat peut être un réactif, mais un réactif n'est pas forcément le substrat. Ensuite, faites très attention, la condensation, ce n'est pas un mécanisme réactionnel à part entière, c'est un type de réaction. En fait, c'est la création d'une liaison carbone-carbone. Donc dans notre cas, on peut avoir une condensation de Claisen, c'est-à-dire soit la condensation entre deux esters, soit entre un ester et une cétone. Et ben, le mécanisme, ce n'est pas la condensation, mais bien l'addition-élimination. Et par contre, l'aldolisation ou la cétolysation, qui sont aussi des condensations, puisque c'est la condensation entre deux aldéhydes ou entre deux cétones, et bien là, le mécanisme, ça va être une addition nucléophile. Maintenant, on va pouvoir passer à l'exercice 1. Donc là, vous aviez un tableau et il fallait reconnaître les nucléophiles, bon groupement partant et liaison pi. Je vais commencer par les liaisons pi, c'est le plus facile. Une liaison pi, c'est une liaison multiple, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une liaison simple, c'est soit une liaison double, soit une liaison triple. Ici, vous envoyez dans la molécule 2 le C double liaison O. Dans la 4, pareil. Dans la 5, elle se voit moins, mais c'est dans le cycle. Dans le cycle, vous avez des C double liaison C. Ensuite, dans la 6, vous en avez 2. Dans la 7, vous en avez 2 aussi. Dans la 8, vous en avez une. Et dans la 12, vous en avez encore une. Pour les bons groupements partants, vous avez le OH dans la molécule 2. Ici, vous avez ce grand groupement OCH3CH3. Dans la molécule 6, vous avez ce groupement-là. Alors là, vous me direz, c'est lequel entre celui-là ou celui-là qui part? Et bien en fait, c'est le groupement le plus composé, donc celui où il y a le plus de C et le moins de H. Donc ici, on a bien un carbone en plus. Donc c'est bien le groupement de droite. Dans la molécule 7, vous en avez un aussi. C'est toute cette partie-là. En fait, quand vous avez un ester, la deuxième partie de l'ester, vous savez, un ester, c'est RCOOR. La partie OR, c'est un bon groupement partant. Pareil pour les acides carboxyliques, le OH, ça l'est. Bon, surtout quand on a un milieu acide qui va favoriser ce groupement partant. Pour continuer, vous en avez aussi un ici. Le Cl est un très bon groupement partant. Normalement, dans votre cours, c'est écrit que les halogènes sont des bons groupes partants. Pareil, du coup, pour la 10, vous avez aussi un Br qui est aussi un halogène. Et pour terminer, dans la 12, vous avez le NH2. Ensuite, pour les nucléophiles, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut soit regarder les différences d'électronégativité, soit surtout ne pas oublier les H mobiles en alpha du carbonylé. En alpha du carbonylé, c'est-à-dire, je vais prendre cet exemple-là. Ici, vous avez un carbone avec une double liaison O. Donc ça, c'est votre fonction carbonyle. Et les H qui sont ici, ils sont en alpha. C'est-à-dire que ça, c'est le carbone 1 et ça, c'est le carbone alpha. S'il y avait encore un carbone ici, ce serait le carbone bêta. Donc là, les H fixés au carbone alpha, ils seront mobiles, ils seront acides ou plus. Donc du coup, pour les nucléophiles, vous avez la molécule 1, le SH, c'est un groupement thiol, donc c'est un bon nucléophile. La molécule 2, vous avez des H mobiles en alpha du carbonylé, donc elle l'est aussi. Pour la 4, c'est ce que je viens d'expliquer, donc c'est pareil. Vous avez exactement le même cas dans la 8 et dans la 12, ici et ici, ou ici, c'est pareil. Et dans la 7 aussi, pour le carbone ici, ce H là, il est mobile.
Dans la 5, vous avez un azote ici, donc c'est un atome très électronégatif, donc on a aussi un nucléophile. Et pour la 11, les éthers, donc ici ROR, c'est une fonction éther, c'est aussi un très bon nucléophile. Du coup, on va commencer avec l'addition électrophile. Alors, l'addition électrophile, comment on la reconnaît? Tout d'abord, il y a la diapo qui va apparaître juste là. J'ai toujours rêvé de faire ça, je suis très content. Parce qu'il y a une liaison pi sur le substrat entre deux carbones. Donc on va avoir carbone, liaison pi, carbone. Pour ceux qui ne le sauraient pas, une liaison pi, c'est du coup une double liaison. Elle va notamment se passer en milieu acide, donc en présence de protons, H+, que vous pouvez retrouver sur le diapo. Et elle va répondre à la règle dite de Markov-Nikov. Donc je vais pas forcément détailler cette réaction parce que ce sera le premier exemple et qu'on le détaillera plus à ce moment-là. Mais retenez qu'en général, quand vous voyez un carbone relié par une double liaison à un autre carbone, ce qui est très différent d'un carbone double liaison O ou d'un carbone double liaison N par exemple, en général, ce sera un mécanisme électrophile, une addition électrophile plus précisément. Pour la suite, on va parler de la substitution électrophile. La substitution électrophile qui est aussi assez simple à repérer, puisqu'il nous faut repérer trois éléments, ces trois éléments qui sont assez distinctifs, spécifiques de la substitution électrophile. Nous aurons un cycle aromatique, également un acide de Lewis, et cet acide de Lewis nous permettra de former le troisième élément, qui est le réactif électrophile. Réactif électrophile car ce dernier est attiré par les électrons qui sont chargés négativement, et ça tombe bien car lui est chargé positivement, dû à l'acide de Lewis. Il faudra repérer si le groupement situé au-dessus du cycle est donneur, ou si ce dernier est attracteur. Cela va avoir son importance car en fonction de si le groupement est donneur ou attracteur, les charges ne vont pas apparaître au même endroit. En effet, pour faire simple, je vous conseillerais de regarder dans votre cours quels groupements sont donneurs, lesquels sont attracteurs, histoire d'avoir une certaine idée. Vous rencontrerez les mêmes groupes en général. Mais sachez que cela se base sur des notions d'effet mésomère et d'effet inducteur, sachant que l'effet mésomère prime sur l'effet inducteur. Je ne vais pas détailler plus que ça cette partie, car c'est pas ce qui nous intéresse forcément aujourd'hui. Ici, on a l'exemple d'un groupement du coup qui va être donneur, et vont apparaître des charges positives en ortho ou en para. Et ça nous intéresse car notre réactif électrophile, celui qui va réagir sur ce cycle, lui est chargé positivement. Donc il ne pourra pas se placer que ce soit en ortho ou en para, car des charges positives y sont situées, et les plus se repoussent. Cependant, en méta, il n'y a pas de charge, donc il pourra aller se placer en méta. Je vais vous donner un moyen mnémotechnique, le moyen MADOP. Donc si vous retenez MADOP, M-A-D-O-P, donc A comme attracteur, M comme méta. Donc si le groupement est attracteur, ça se positionnera en méta. Et par contre, si dope donneur, donc le D, donc si c'est donneur, ça se positionnera en ortho ou en para. Mais retenez que la plupart du temps, ça se positionnera en para, sauf si para est déjà pris, car para, c'est le plus loin situé du groupement donneur, donc il y aura moins d'encombrement stérique. Je vous conseille de prendre de regarder à tête reposée comment vont se déplacer les doubles liaisons sur le cycle. C'est une notion qui n'est pas forcément évidente à comprendre au début, mais si vraiment vous galérez là-dessus, retenez bien le moyen mnémotechnique MADOP. Essayez de retenir lesquels sont attracteurs, lesquels sont donneurs, et avec ça, vous vous en sortirez largement, je n'en doute pas. On va reprendre avec la correction de l'exemple 1. Donc dans l'exemple 1, vous étiez demandé une réaction du coup entre une cétone et une amine, et il fallait identifier le mécanisme réactionnel. Ici, nous sommes en présence d'un mécanisme d'addition nucléophile. Alors pour identifier ce mécanisme, c'est simple, il y a deux éléments à repérer. Ici, il fallait repérer le carbone double liaison O, et la présence d'un réactif nucléophile, le réactif nucléophile qui était l'amine. L'amine est dit réactif nucléophile car il comporte des hydrogènes mobiles. En effet, la liaison entre l'azote et les hydrogènes est fortement polarisée par effet inductif direct, dû à une différence d'électronégativité importante entre ces deux types d'atomes. Et donc ces hydrogènes vont pouvoir être mobiles, cette liaison va pouvoir se casser assez facilement. Et quand une liaison se casse facilement, on dit qu'elle est réactive en chimie organique, et donc qu'elle va pouvoir réagir. Alors, ici, on va détailler un peu le mécanisme de la réaction, comment elle se passe. Ici, on va avoir une attaque du coup de notre réactif nucléophile sur notre cétone, ce qui va provoquer une ouverture de la double liaison O. L'oxygène va reprendre les électrons qu'il avait mis en jeu dans la double liaison, et il va récupérer l'hydrogène mobile de l'amine, ce qui va former un groupement alcool. Et le reste de l'amine va, elle, venir se fixer sur le carbone, ce qui va nous donner un intermédiaire amino-alcool. Amino-alcool, comme son nom l'indique, qui comporte une fonction alcool, avec l'hydrogène mobile sur le O, sur l'oxygène, et amine, car l'amine s'est fixée sur le carbone. Donc, que vous pouvez retrouver juste là.
on a notre intermédiaire aminoalcool. Mais comme vous le voyez, cette réaction ne s'arrête pas là. En effet, l'aminoalcool est juste un intermédiaire, mais ça va réagir encore une fois, car il reste un hydrogène mobile sur l'azote. Cet hydrogène mobile va partir avec notre groupement alcool. Comme vous le savez, le groupement alcool, c'est un bon groupement partant. Et donc, ça va former une molécule d'eau. Et pour équilibrer les charges, il va y avoir une double liaison qui va se former entre l'azote et le carbone. Et on va donc avoir un imine. Donc, on aura formation d'une imine et d'une molécule d'eau. Et c'est tout pour du coup cette réaction d'addition nucléophile. Donc pour l'exercice 2, on se retrouvait avec... Donc là, on peut voir que dans cette réaction, on a une double liaison C. Là, dans notre tête, il faut qu'on se dise double liaison C avec un milieu acide, c'est addition électrophile. Avec en plus l'effet de Markovnikov, que je vais vous expliquer juste ensuite. Donc là, quoi qu'il arrive, on est sur le cas d'une addition électrophile. Donc là, dans ce cas-là, le bond nucléophile sera le HOH. Ça, c'est le bond nucléophile. Et ça, c'est la molécule qui est électrophile. C'est le substrat électrophile. Je me permets de faire un petit arrêt sur la vidéo pour corriger un peu ce que je viens de dire. Cette molécule n'est pas vraiment un bon nucléophile. Certes, HOH est nucléophile, mais elle va être considérée comme mauvais nucléophile, comme par exemple le HCl, le HOH ou encore le HBr. Cette molécule reste nucléophile, mais sera considérée comme mauvais nucléophile. C'est là où il va avoir lieu la réaction et la création d'un carbone électrophile que je vais vous détailler. Le H du milieu acide va venir attaquer le carbone le plus hydrogéné, ça veut dire celui avec le plus de H. Donc, on va se retrouver dans la situation suivante, où le C, donc on va se retrouver avec C, H, double liaison C, C, non, H, 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 CH2, CH3. Et là, il faut me dire, mais Louise, ça va pas la tête. Là, ton C, il a 5 liaisons, c'est impossible. En effet, c'est pas possible. Du coup, en fait, cette attaque du milieu acide va permettre l'ouverture de la double liaison. Sauf que là, tu vas me dire, mais Louise, ça va toujours pas. Le C qui est à côté, il se retrouve avec une liaison en moins. C'est donc là que va se créer notre carbone électrophile. C'est pour ça que ce réactif est dit réactif électrophile. Donc ensuite, là, ce qu'on peut remarquer, c'est que du coup, on a une liaison qui est possible avec ce C qui est là. Le OH qui est ici, qui est lui bien plus électronégatif, positif, je vais y arriver. Le OH qui est bien plus électronégatif par rapport au H qui lui est électropositif, c'est une histoire d'électronégativité, c'est un groupement qui est très électronégatif, le H. Là, on se retrouve avec un moins, avec un plus, donc le moins, donc du coup qui était là tout à l'heure, on est d'accord que le plus qui est ici, c'est celui que j'ai créé. Donc le moins va venir attaquer le plus qui est ici. Du coup, le OH va venir se fixer juste là. OH. Il va venir se fixer sur le carbone le plus substitué et le moins hydrogéné. Ok? Donc, on se retrouve avec au final une molécule comme ça. Donc, OH. D'accord que ce C, je vais vous les mettre. Donc, au final, on se retrouve avec un C, C, H, H, H. On est OK. Pour ensuite avoir le CH2, CH3 qui sont toujours les mêmes, le OH qui est venu se fixer, et le H qui était juste ici, ici. Donc on se retrouve avec une molécule qui est mieux écrite, CH3, CH2, C, OH, CH3, H. Ok? Donc voilà, donc ça c'est l'effet de Markovnikov que je vous ai détaillé là. Et aussi le H qui est venu ici, il n'a pas disparu, il n'a pas été utilisé dans la réaction, mais il va être utilisé pour la régénération du catalyseur. Forcément, comme vous avez été, donc un catalyseur qui est là était en milieu acide, il va forcément être régénéré. C'est donc ce cas-là où le H va devenir le milieu catalyseur. Et du coup, le H n'est pas perdu, il redevient le milieu acide. Donc voilà, on se retrouve avec un alcool qui est secondaire parce que lié à 2 carbones. Et donc voilà, c'est
l'exemple type d'une addition électrophile. Vous n'aurez pas forcément de choses très différentes en addition électrophile, ça sera toujours la même chose. J'espère que vous avez trouvé la bonne réaction, donc, enfin le bon nom de réaction. Donc on avait cette réaction. On va donner ensuite, je vais vous faire la réaction. Donc, on est dans le cadre, là on voit, il n'y a pas de double liaison, on est d'accord. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure et dans l'exemple où je vous ai rappelé les réactions nucléophiles, il faut que vous vous disiez, j'ai deux réactifs. Là, j'ai ma petite molécule, ici, j'ai ma grosse molécule. Qu'est-ce que je retrouve sur ma grosse molécule? Cl, ce que je disais tout à l'heure, c'est un bon groupement partant. Du coup, ça, c'est un bon groupement partant. Ici, j'ai l'indice, j'ai un N, j'ai un H mobile. Donc, on est sur le cas du bon nucléophile. On est OK? Donc, ensuite, quand je vois ça, ce qui peut aider, c'est qu'on va pouvoir marquer les charges partielles. Ce qui peut aider dans ce cas-là, c'est marquer les charges partielles, comme je l'ai fait avec le delta plus et le delta moins. Ce qu'on fait, c'est que là, on peut marquer les charges partielles, ce que je disais. Donc, le Cl, ça va être un delta moins. C'est bien plus électronégatif que le CH2 qui est ici, dans votre chaîne d'électronégativité, dans le tableau périodique. Ensuite, ici, quand on voit ça, le NH2 est bien plus électronégatif qu'un H mobile. Un H mobile, ça sera toujours très positif. Vous aurez toujours, la plupart du temps, je vais pas dire toujours, rien de plus électropositif qu'un H mobile, qu'un H de manière générale. Donc là, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que le H, le plus, il va avec le moins. Donc, le plus, il va avec le moins. Le plus, il va avec le moins. Et on va se retrouver dans le cadre exactement d'une substitution nucléophile. C'est-à-dire que on va se retrouver avec CH3, CH2, le moins qui est venu ici, donc NH2, plus le plus et le moins qui se sont mis ensemble, donc HCl. C'est une substitution. On part avec deux réactifs, on se retrouve avec deux réactifs. Une addition, vous vous retrouvez toujours qu'avec un réactif. Là, on est deux réactifs. Donc on est bien dans le cadre d'une substitution. On vérifie bien que ce qu'on a dit auparavant était juste. C'est le cas. On est dans le cadre d'une substitution qui est nucléophile. Cette réaction, elle avait un nom. C'est la réaction de Hofmann. La réaction de Hofmann, elle se reconnaît parce que la grosse molécule possède un dérivé halogénique. Halogénique, c'est les Br, les Cl, les I. Et en plus, le réactif doit être un ammonium, ce qui est le cas. Le NH3 est donc un ammonium. Alors, bienvenue dans mon salon. On va continuer la correction du sorga avec l'exercice numéro 4. Je pense que vous avez pu voir que c'était une substitution électrophile. Donc, avant de faire la réaction, on va juste faire un petit récap des substitutions électrophiles. Alors, c'est toujours la même formule. On a un cycle aromatique. Ici, on a représenté un benzène qui réagit avec un électrophile que j'ai représenté ici dans les boîtes, toujours en présence d'un acide fort. Donc, j'ai représenté 5 réactions ici qui sont importantes à savoir le nom de la réaction pour ce cours. Très simple, sulfonation, c'est quand tu ajoutes cette molécule sur le cycle aromatique. Et cette molécule est obtenue grâce à l'acide sulfurique qui réagit avec un acide fort, donc H+. Même chose ici. Tu obtiens cette molécule qui s'ajoute directement au cycle via la réaction qui est représentée ici. Et ça, c'est une nitration. Tu peux aussi avoir les réactions de Friedel-Crafts à connaître, qui sont l'alkylation ou l'acylation. Donc, l'alkylation, c'est très simple. Alkyle, on ajoute un groupe alkyle, qui est un groupe de carbone, donc le R+, qui représente le carbone, qui s'ajoute directement au cycle, et qui est obtenu avec, donc le R+, ici, c'est ce R ici, qui est avec un halogène. Quand tu réagis ceci avec un acide de Lewis, par exemple le AlCl3, tu obtiens ceci. Même chose pour l'acylation de Friedel-Crafts, donc acyl, donc on a un groupe C double liaison O, qui s'ajoute au cycle, ton électrophile, et cet électrophile est obtenu, même chose, avec cette formule, quand tu as un halogène, qui lui part grâce à l'acide de Lewis pour obtenir ça. Donc ça, c'est vraiment un bon overview de toutes les réactions de substitution électrophile que tu pourrais
rencontrer. On est un 1. Puis je vais effacer tout ça, puis vous montrer aussi où ajouter ton électrophile au cycle de benzène s'il est déjà substitué. Donc, si on commence notre réaction avec un cycle aromatique qui est déjà substitué, il faut savoir où attacher notre électrophile. Donc, il y a deux scénarios qui peuvent se passer. Soit que l'électrophile va s'attacher en para ou en ortho, ou soit qu'il va s'attacher en méta. Donc, dans la situation para-ortho, si notre groupe qui est déjà attaché à l'aromatique est un groupe électrodonneur, comme le NH2 dans l'exemple ici, l'électrophile va s'attacher en para, la position ici, ou en ortho, la position ici ou ici. C'est la même chose. Donc, les groupes qui sont électrodonneurs sont les groupes comme le NH2, le OH, l'alcool, CH3 ou les halogènes. Puis pour savoir si un groupe est ou non électrodonneur, à la place de juste de remémorer ceux-là, tout ce que tu as à faire, c'est que tu assignes ta charge partielle à l'atome qui est directement attaché à ton cycle aromatique. Donc, l'exemple ici de OH, mais le O est delta moins, évidemment. Et après, donc si c'est delta moins, ça devient un plus ici. Tu fais un moins, plus, moins. Et puisque c'est un électrophile, il va s'attacher aux positions où est-ce que le moins est dessus. Donc, position para et ortho. Donc, même logique ici, mais à la place d'avoir des groupes électrodonneurs, on a des groupes électroattracteurs. Donc, par exemple, le NO2, avec électrophile, va s'attacher en méta à la place. Méta, c'est la position ici ou ici, même chose. Donc, encore même logique. Pour savoir si un groupe est électroattracteur, on achète la charge partielle à l'atome directement attaché à notre cycle. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un groupe acyle. Donc, c'est double liaison O attaché à R, qui est n'importe quoi. On voit bien que le carbone est delta plus, une charge partielle positive. Donc, si on fait la même logique, ici on a moins, plus, notre électrophile s'attache à la position moins, qui est la position méta. Donc, d'autres groupes qui sont électroattracteurs, on a le NO2, comme on l'avait montré ici, le SO3H, des groupes acyles, comme l'exemple ici, ou des carbonitryles, qui est C triple liaison N. Donc, j'espère que ça c'est clair. Donc, je vais encore tout effacer et on va pouvoir passer à l'exemple, l'exercice 4. Donc, après tout ce qu'on a vu, je pense que faire ça, c'est pas trop compliqué. Donc, comme d'habitude, à la même formule que d'habitude, on a le cycle aromatique avec un électrophile qui va se créer grâce à l'acide de Lewis pour former notre produit. Donc, en premier, on forme notre électrophile via la réaction qui se produit ici. Donc, notre acide de Lewis a une lacune électronique ici. Donc, l'aluminium va capter notre Cl pour nous laisser avec un carbone de charge positive et donc l'aluminium Cl4. Et ceci, notre électrophile, va venir s'attacher à notre groupe aromatique. La question à se poser, orthopara ou en méta? On regarde le groupe qui est déjà attaché à notre cycle aromatique. C'est un groupe carbone, c'est un groupe électrodonneur. Donc, notre électrophile va être attaché en para. Bien sûr, il peut aussi s'attacher en ortho, mais souvent dans les exercices, ils vont vous dire qu'une mole réagit seulement avec ceci, et donc on produit seulement le para. Mais dans les réactions de tous les jours, évidemment, tu as plein de différentes moles de molécules. Donc, tu auras plus de para, mais aussi la position ortho qui va être produite. Dans l'exercice 5, on vous donnait un acide et un alcool. Dans un acide, on voit quoi? On voit qu'il y a une double liaison, donc une liaison pi ici polarisée, puisque c'est CO, polarisé par effet inductif direct, et un bon groupement partant qui est représenté par le OH. Ensuite, l'éthanol, c'est un réactif nucléophile, puisque le O est négatif. Ensuite, donc tout ça, c'est les conditions d'une addition-élimination. Donc là,
ce que vous faisiez pour faire réagir vos deux molécules ensemble, c'est que vous allez polariser vos liaisons comme je viens de l'expliquer vite fait pour l'éthanol. Vous avez votre H+, qui va permettre la formation d'un carbocation sur l'acide. Donc vous pouvez mettre C+. Donc le O sera négatif. Ici, comme je vous l'ai dit, on a un bon réactif nucléophile, donc le O est négatif et le H est positif. Ensuite, comme le plus réagit toujours avec le moins, vous assemblez les charges opposées et vous recollez les morceaux. C'est-à-dire que cette partie-là qu'on n'a pas touchée, elle va se fixer à cette partie ici de l'éthanol. Donc ça va nous donner CH3, C double liaison O qui vient de là, OCH2, CH3 qui vient de là. Ensuite, on a élimination aussi de H2O. C'est le H qui est venu d'ici, de l'éthanol, avec le groupement partant de l'acide éthanoïque. Concernant la nomenclature, ici, on a bien un acide éthanoïque parce qu'on a 2 carbones. Ensuite, l'éthanol, c'est pareil, on a aussi 2 carbones. Et là, on a la formation d'un ester. L'ester, il va prendre le même nom que les 2 radicaux qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire éthanoate pour cette première partie, d'éthyle pour cette deuxième partie. Je ne sais plus ce que je devais dire d'autre. Quand vous avez un acide plus un alcool, retenez toujours que ça donne de l'ester plus de l'eau. C'est vraiment une réaction qui tombe très souvent, donc acide plus alcool donne ester plus eau, addition-élimination. Vraiment une des réactions à prendre par cœur. Donc là, on va passer du coup à la correction de l'exercice, donc plus du type de ce que vous aurez au partiel du coup. Donc on se propose de faire réagir la molécule de bromoéthane avec de l'acide acétique en milieu basique. Donc la première chose, quand vous avez une consigne où il n'y a pas les molécules de dessiner, c'est on dessine les molécules. Donc là, je vous ai dessiné la molécule d'acide acétique et ici, la molécule de bromoéthane. Donc la molécule d'acide acétique, c'est à connaître absolument par cœur du coup. Ça fait partie des molécules que vous devez connaître par cœur, comme le formol, etc. Donc ensuite, on a le bromoéthane. Donc le bromoéthane, ça, vous pouvez le dessiner uniquement à l'aide de la nomenclature. Et donc ensuite, si vous avez déjà les molécules de dessiner, donc là vous les aviez pas, donc vous les dessinez, et ensuite vous placez les charges partielles. Donc ici, on va donc placer les charges partielles sur le bromoéthane. Donc ça c'est facile, puisque ça va être du coup des charges partielles qui vont se placer super facilement, puisque vous avez le Br, donc Br c'est très électronégatif, c'est un halogène, donc vous allez placer une petite charge partielle négative, et vous allez avoir également du coup sur le C une petite charge positive. Ensuite, pour l'acide acétique, peut-être à peine plus compliqué, donc ici vous vous dites j'ai un carbonyle, en alpha du carbonylé je sais que j'ai un H mobile. Donc un H mobile c'est quoi? C'est un H qui va partir super facilement, donc un hydrogène qui va partir super facilement. Donc du coup on va mettre une petite charge moins sur le C, parce que le C il est à peine, mais vraiment à peine, c'est pour ça que les liaisons elles ne sont pas polarisées, plus électronégatif que le H. Et comme c'est un H mobile, il va partir super facilement, donc on peut lui mettre une polarité. Donc vous allez avoir maintenant donc vos charges partielles qui vont être placées, donc ça c'est bon. Ensuite, vous vous dites dans votre tête, ça fait tilt. Vous voyez, vous avez un acide carboxylique plus un composé halogéné. Donc dans votre tête, vous vous dites alkylation de Haller. Donc c'est une réaction à connaître vraiment par cœur ce coup-ci. Donc voilà, et c'est une substitution nucléophile du coup. Donc pour la question 1, à propos du mécanisme réactionnel, donc là dans votre tête ça fait tilt. Vous avez un acide carboxylé plus un composé halogéné, donc avec un halogène, Br, le fluor, le chlore, etc. Donc alkylation de Haller. Donc pour la question 2, c'était les réponses B et D. Donc la réaction suit la règle de Markov-Nikov. Ça c'est faux, puisque Markov-Nikov c'est uniquement dans le cas d'une addition électrophile. Donc là on n'est pas du tout dans le cas d'une addition électrophile. Ensuite, il s'agit d'une alkylation de Haller, donc là c'est vrai, comme je vous l'ai dit, acide carboxylique plus halogène, ça fait alkylation de Haller.
Et il faut retenir aussi l'alkylation d'Hoffmann dans le même genre, sauf que c'est entre un composé halogéné et une amine. Voilà. Ensuite, il s'agit d'une halogénation, ça c'est faux, donc c'est différent d'une halogénation, parce qu'une halogénation, c'est avec un composé dihalogéné. Donc dihalogéné, c'est faux, parce qu'un composé dihalogéné, c'est XX, donc ça veut dire qu'on aurait ici BRBR. Là, c'est faux, c'est pas dihalogéné. On a CH2, enfin CH3, CH2BR, on n'a pas BRBR ou CLCl, donc c'est faux. Attention de ne pas tomber dans ce piège, tu prétexte que vous avez un halogène. Donc ensuite la D, elle est juste. Donc la molécule de bromoéthane est polarisée par effet inductif direct, donc ça c'est vrai. On a une forte différence d'électronégativité entre le Br qui est un halogène et le CH2. Voilà, donc ça les halogènes c'est les plus électronégatifs dans le tableau des éléments. Ensuite, la fonction acide carboxylique joue le rôle de bon groupement partant. Donc ça, c'est faux. Le bon groupement partant, c'est l'atome de brome, donc qui est un halogène. Donc c'est un bon groupement partant. Et ensuite, pour faire la réaction, vous allez simplement... faire partir votre flèche du plus vers le moins. Donc ici, du H plus vers le Br-. Et ici, du C+, vers le C-. Et donc, vous allez avoir une élimination de HBr. Elle est un peu moche. De HBr. Voilà. Donc, parce que votre H+, part avec votre Br. Donc, du plus vers le moins. Et ensuite, vous allez coller. Donc, vous allez coller vos deux parties. Donc, vous allez vous retrouver avec CH3. CH2, ensuite CH2, COOH. Voilà, c'est un peu tout bête. Donc du coup, vous allez juste coller votre partie là avec votre partie là, sachant que ça et ça se sont éliminés ensemble. Donc le CH3 ici, c'est juste ce CH3 là. Le CH2 là, c'est ce CH2 là. Ensuite, le CH2 ici, c'est celui-là. Le C, celui-là, le OH, celui-là. Et le HBr, ça provient du H+, du H mobile, qui est parti avec le Br-. Voilà. Et donc, la réponse de la question 3, enfin les réponses du coup, c'était A et E. Donc, il s'agit d'un acide carboxylique. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit bien d'un acide carboxylique. Et ensuite, vous avez... la réponse E également, donc il s'agit de la molécule 2, donc c'est la molécule C. Et donc on va avoir une élimination de HBr du coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à comprendre au mieux les notions de chimie orga. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et bon courage.